et bienvenue à cette émission, votre émission à la découverte. Merci de nous accepter chez vous, sans effort ni transit dans le cadre de votre émission à la découverte. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous savoir nombreux d'abord, scotchés sur vos petits écrans pour découvrir avec nous le sujet d'aujourd'hui et bien sûr les sujets de ce jour qui est un sujet pratiquement brûlant, un sujet du jour, un sujet d'actualité. Et avec vous, nous passerons, n'est-ce pas, au peigne fin ces sujets. Nous allons décrypter ensemble au peigne fin ces sujets avec un invité toujours sur ces plateaux. Et ici, je vous dis encore, bienvenue chez vous et excellentes conditions télévisuelles. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui nous concerne tous, un sujet qui concerne toute l'humanité. Et nous sommes encore heureux de vous apprendre que nous le ferons avec vous, et avec un invité qui est outillé et qui est chercheur en la matière. Et nous parlerons d'un sujet que je vais annoncer tout à l'heure. Et vous êtes sans ignorer qu'ensemble, nous assistons à la transformation spectaculaire de notre planète Terre. Il se fait que tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la chaleur qui s'impose, la canicule même lors de la saison sèche, il y a la pluie qui intervient. On ne comprend pas ce qu'il y a au juste, on ne comprend pas pourquoi ces bouleversements climatiques, pourquoi ces bouleversements saisonniers. Ensemble, nous allons comprendre qu'il y a un sérieux problème auquel nous devons faire face et sérieusement, nous devons trouver des solutions adéquates pour que l'avenir soit radieux. Dans votre émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un chercheur. Et pas le moindre, ce chercheur est avec nous dans votre émission à la découverte et il va nous parler d'un sujet pertinent, je vous l'ai dit, d'un sujet d'actualité. Il s'agit du chercheur Bajikila, à qui j'ai dit directement bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Chercheur Bajikila. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission à la découverte. Et nous vous recevons à juste titre parce que vous parlez d'un sujet qui nous concerne tous, d'un sujet d'actualité. Et il s'agit de la sortie, si vous voulez, de la publication de ces livres qui attirent l'attention de tout le monde. Ici, nous parlons de notes sur le crédit carbone. Vous en êtes l'auteur, n'est-ce pas? Oui. Et d'entrée des jeux, j'aimerais que vous puissiez vous-même vous présenter. Je ne sais pas si j'ai oublié certains titres ou certaines qualifications, ou peut-être j'ai encore massacré votre nom. Allez-y, si vous pouvez vous présenter brièvement, qui est le chercheur Bajikila? Mon nom c'est Bajikila Moudimba Jacques. Très bien. Bon, après j'ai fait les études primaires, secondaires, les études secondaires, section littéraire, les études supérieures, j'ai fait l'Institut supérieur des techniques appliquées à Kinshasa, où je suis sorti avec le diplôme d'ingénieur technicien. Et après cela, je travaillais à la régie de voies aériennes à Kinshasa, d'abord à la tour de contrôle de l'aéroport de Ndjili, et puis à l'administration centrale de la RVA à Kinshasa, Ndolo. Et après cela, j'étais nommé chef de division sûreté et facilitation parce que je m'occupais de la sûreté de l'aviation civile. Ok. Pour le moment, je ne travaille plus. Je suis déjà à la retraite. À la retraite. Et pour passer mon temps, je préférais quand même écrire quelque chose. Même quand j'ai travaillé là, j'ai écrit quand même certains livres. Mais pour le moment, c'est le livre Notes sur le crédit carbone que j'ai pu écrire, comme c'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Les livres Notes sur le crédit carbone parlent du réchauffement climatique, en fait. Depuis un certain temps, c'est un secret de polichinelle, il fait très chaud
un peu partout. Mais cela est dû à quoi exactement? Oui, vous voyez que beaucoup, nous nous plaignons sur le réchauffement climatique. Bon, mais le réchauffement climatique vient d'abord du soleil, et puis il y a les gaz à effet de serre qui chauffent aussi, qui contribuent aussi au réchauffement. Alors, comme nous avons parlé du soleil, vous voyez, le soleil émet 3 sortes de rayonnements qu'on appelle UV, donc rayonnement ultraviolet. Il y a d'abord le UVA, rayonnement ultraviolet UVA. Ces rayonnements-là nous arrivent ici sur la Terre à 95%. Mais ils ne sont pas dangereux, malgré qu'ils nous arrivent à 95%. À 95%. Il y a le UVB qui nous arrivent sur la Terre à 5%, mais ils sont très dangereux. Pourquoi nous disons qu'ils sont très dangereux? Il y a par exemple risque d'avoir des brûlures de la peau, le vieillissement prématuré de la peau, les cancers de la peau, les troubles oculaires et même la mort. Alors c'est pourquoi quand il fait très chaud, ce n'est pas bien de se promener comme on veut. Non, il faut avoir peut-être un parasoleil ou quelque chose pour se protéger au lieu de se promener comme ça. Et puis les UVC n'arrivent pas sur la Terre, ils se dispersent dans l'espace. Ah bon? Alors c'est pour ce qui concerne le soleil. Mais à propos de gaz à effet de serre, et aussi il contribue au réchauffement climatique, mais je vais voir aussi, nous allons voir aussi quel est leur mauvais côté et leur bon côté. Leur bon côté. Ouais. Alors nous allons y aller, en tout cas mollo, pour que nos téléspectateurs puissent, n'est-ce pas, saisir la portée de votre approche. Vous parlez des gaz à effet de serre. Mais qu'est-ce que les gaz à effet de serre? Voilà, les gaz à effet de serre, ce sont des gaz naturels qui sont dans l'atmosphère. Mais à part ces gaz naturels que Dieu a créés, il y a aussi les gaz industriels que les hommes ont produits dans les usines et dans les industries. Les gaz naturels et les gaz industriels sont tous des gaz à effet de serre, mais il y a une grande différence. Si vous voulez, je peux vous donner la différence. Bien sûr. Oui. Les gaz à effet de serre naturels sont bons pour la santé des humains. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose pour le malheur des hommes. Ouais. Mais quand les hommes maintenant ont commencé à faire fonctionner les industries... Là, vous parlez maintenant du gaz à effet... Les gaz maintenant à effet de serre industriel, qu'on appelle aussi les gaz GS. Fluorés. Ouais. En bref, on appelle GS, gaz à effet de serre. Alors, ces gaz à effet de serre industriels, ce sont les gaz très dangereux. Très dangereux. Parce que, vous voyez, leur rôle, parce que je peux même faire marche en arrière un peu. Parmi les gaz à effet de serre naturel, on peut citer par exemple le dioxyde de carbone, le COD. On peut citer par exemple le méthane, le CH4. On peut citer par exemple l'oxyde nitreux, NDO. Ça, ce sont des gaz à effet de serre naturel. Mais en principe, ils ne sont pas dangereux comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, quand au gaz à effet de serre industriel, qu'on appelle aussi les gaz fluorés, ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux pour 3 raisons. La première raison, ces gaz empêchent les rayons ultraviolets du soleil, qui sont aussi nocifs. Ils empêchent ces rayons-là qui viennent sur la Terre pour être renvoyés dans l'espace. Alors, les gaz à effet de serre fluorés les bloquent. Ah bon? Deuxièmement, ils sont aussi très dangereux parce que ils ont un potentiel de réchauffement plus élevé que les gaz à effet de serre naturels. Et troisièmement, ils sont très dangereux parce qu'ils détruisent aussi la couche d'ozone. C'est ça la différence entre
les gaz à effet de serre naturels et les gaz à effet de serre industriels. Oui. Ben, nous allons justement ensemble découvrir aussi, parce que les gens se posent la question, mais qu'est-ce que la couche d'ozone, par exemple? Oui. La couche d'ozone se définit, donc on l'appelle aussi ozonosphère. C'est défini comme une enveloppe naturelle qui protège les humains, les animaux, les végétaux contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil et qui absorbe une grande quantité de ces rayons solaires. La couche d'ozone est principalement formée d'ozone, O3, un gaz constitué de 3 atomes d'oxygène et qui forme une couche autour de 20 km d'altitude qu'on appelle couche d'ozone. Voilà. Formidable. Mais alors, ici, vous nous parlez des notes sur les crédits carbone, n'est-ce pas? Oui. Mais les gens se poseront la question de savoir, c'est quoi un crédit carbone? C'est quoi un crédit carbone? Oui, là, c'est très important. C'est une question vraiment importante parce que beaucoup de gens se demandent, crédit carbone, c'est quoi? Bon. Quand on a fait des recherches, on n'a pas tout trouvé. Mais le peu que nous avons trouvé, c'est ce que nous allons donner ici. Tout à fait. Bon, le mot crédit carbone là, a plusieurs définitions. Nous allons donner quelques définitions. Mais chaque définition est à comprendre dans un contexte. Très bien. Première définition. Le crédit carbone est une tonne de dioxyde de carbone, CO2. Bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le crédit carbone est un gaz à effet de serre qui pèse, par exemple, 5 tonnes. On peut dire qu'on a 5 crédits carbone. Si on a les gaz à effet de serre qui pèsent 20 tonnes, on peut dire qu'on a 20 crédits carbone. C'est ça un peu la première définition sur le crédit carbone. Donc c'est un gaz, mais ce n'est pas n'importe quel gaz, c'est un gaz à effet de serre. Mais pour que ça soit appelé comme crédit carbone, ce gaz doit peser 1 tonne. 1 tonne, ok. Voilà, c'est ça la première définition. Donc, nous passons à la deuxième définition. Oui. La deuxième définition, le crédit carbone est une unité équivalente à 1 tonne de CO2 évité ou séquestré. C'est-à-dire quoi? Les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère. Bon, quelqu'un peut dire que non, moi je vais éviter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, le fait d'éviter ces émissions-là, l'évitement là, est appelé aussi crédit carbone. Ah bon? Tout comme quelqu'un peut dire que non, moi, je vais séquestrer. Donc, il prend ces gaz-là dans l'atmosphère, il va les séquestrer, par exemple, dans la forêt. Alors, cette séquestration-là peut s'appeler aussi crédit carbone. Bon, la troisième définition. Le crédit carbone est un certificat relatif à l'évitement, la réduction ou à l'élimination d'une tonne de CO2 ou son équivalent d'autres gaz à effet de serre. C'est-à-dire que le certificat, quand on dit que le crédit carbone est un certificat, ça veut dire qu'un document. Parce que quand quelqu'un étudie, on peut lui donner un certificat. C'est un document qui atteste. Oui. Parce que quand on étudie, le certificat atteste que cette personne a fait des études ici. Alors, mais pour le crédit carbone, on donne un certificat qui atteste que il y a autant de tonnes de gaz à effet de serre qui ont été évités ou bien qui ont été séquestrés. Alors là, on donne ce certificat-là. Alors la quatrième définition, c'est que le crédit carbone est un permis qui permet à son propriétaire d'émettre une certaine quantité de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. C'est-à-dire que la personne qui veut faire l'évitement ou bien la séquestration, bon, il faut qu'il reçoive aussi une permission. Alors, cette permission-là, ce permis-là est appelé aussi crédit carbone. Crédit carbone, ok. Bon. Très bien. La cinquième définition, c'est que le crédit carbone est appelé aussi quota carbone. Quota carbone comment? C'est-à-dire qu'on fixe les sociétés qui émettent
souvent les gaz à effet de serre, on leur fixe les plafonds à ne pas dépasser. Mais il peut arriver qu'une société atteint le plafond et dépasse. Bon. Et il y a une autre aussi qui ne parvient même pas à atteindre la moitié de ce qu'il faut, donc il émet trop peu. Alors, maintenant, celui qui a dépassé peut aller voir celui qui a émis trop peu là pour dire que non, est-ce que je peux utiliser vos crédits carbone, vos quotas. Alors quand il utilise ces quotas-là ne sont plus les quotas, on les appelle maintenant les crédits carbone. Non, mais c'est quand même intéressant et puis à la fois mitigé. Hein? Bon, alors, mais on doit comprendre parce que c'est un sujet, je l'ai dit, d'actualité pour vous qui nous prenez à l'instant. Et nous remercions infiniment à la Grande Marmite qui nous a permis, qui nous a donné ces cadres pour le tournage de cette émission qui parle de l'environnement. Vous voyez, le décor est adapté à l'émission. Nous allons donc ici continuer avec le chercheur Bajikila pour savoir comment le crédit carbone lutte-t-il contre le réchauffement climatique. Parce que ici, vous parlez de notes sur le crédit carbone et vous dites que le crédit carbone lutte contre le réchauffement climatique. Le crédit carbone, comment ça peut lutter contre le réchauffement climatique? Oui. Avant de répondre à cette question, je réponds d'abord à l'objectif. Il y a d'abord l'objectif de crédit carbone, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, comme on a donné l'objectif, maintenant, comment le crédit carbone lutte contre le réchauffement climatique? Le crédit carbone lutte contre le réchauffement climatique en ce sens que la compensation carbone vise à contrebalancer une certaine quantité de gaz à effet de serre, soit en éliminant une partie de CO2 déjà présente dans l'atmosphère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a les gaz à effet de serre en l'air. Alors, si on cherche à les éliminer, là, on lutte contre le réchauffement climatique. Parce que ces gaz sont là, ils chauffent. Mais si quelqu'un dit non, j'élimine quand même une quantité, alors cette personne lutte contre le réchauffement climatique. Si quelqu'un, par exemple, cherche à empêcher les futures émissions, peut-être que non, les usines là qui émettent ça, hein, alors nous, par exemple, nous bloquons l'usine, tout ça. Alors là, le fait d'empêcher là, il lutte aussi contre le réchauffement climatique. Voilà. C'est magnifique. Mais alors, quels sont d'autres moyens de lutter contre le réchauffement climatique, à part le crédit carbone, bien sûr? Oui, il y a plusieurs moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Il y a, par exemple, éviter la déforestation. Vous voyez que beaucoup de gens ont l'habitude de brûler les forêts, couper les arbres de forêt. Il faut éviter de telles habitudes. Vous voyez. Au contraire, hein, au lieu de détruire les forêts, il faut maintenir les forêts. Il y a par exemple planter les arbres dans des parcelles ou bien dans des places publiques. Vous voyez ici où nous sommes, hein, on appelle cette place Grande Marmite. Grande Marmite, oui. Vous voyez qu'il y a les arbres qui sont là. Ces arbres ici, peut-être on peut voir que c'est seulement pour embellir. Non, ces arbres jouent un grand rôle. Ces arbres-là nous protègent contre le réchauffement climatique. Bon. Il y a beaucoup de places publiques aussi où on peut planter les arbres. Mais dans la parcelle, nous devons aussi avoir au moins un arbre. S'il y a des parcelles qui sont là, il n'y a pas des arbres, ce n'est pas bien. Parce que les arbres ont une grande importance. On peut aussi lutter contre le réchauffement climatique en privilégiant les transports moins polluants. Parce que si un véhicule est pollué, il dégage des fumées, il faut éviter d'entrer dans un tel véhicule. On peut aussi réduire les déchets. C'est un moyen aussi de lutter contre le réchauffement climatique parce que les déchets émettent les gaz à effet de serre. Donc on voit peut-être il y a les gens qui ont des déchets dans leurs propres parcelles. Ils ont des déchets devant leurs parcelles. Il y en a qui jettent des histoires par-ci par-là, au bord des routes, dans des ruisseaux. Donc ce n'est pas normal des choses pareilles. Parce que nous pouvons savoir qu'on jette, quelqu'un mange même une banane, il boit même de l'eau ici dans des bouteilles là, alors il jette partout. Non, ces déchets-là, il faut les éviter parce que c'est vraiment mauvais. Des mauvais. Et puis, on peut lutter contre le réchauffement climatique aussi
en réduisant la consommation d'électricité. L'électricité nous rend un bon service, mais Bien si sûr. on en consomme à l'excès, c'est mauvais. Ça nuit. Il y a aussi autre chose qui va peut-être vous étonner. On peut lutter aussi contre le réchauffement climatique en mangeant moins de viande, plus de légumes et consommer local. Il y en a qui se demandent, mais la viande, vous m'empêchez de manger de la viande. Faire quoi dans ce réchauffement climatique? Pourquoi? Mais il faut savoir que la viande est une source importante de gaz à effet de serre et l'une des principales causes du réchauffement climatique. C'est pourquoi quand on nous demande de manger, il faut manger peu de viande, mais de meilleure qualité. Mais les gens qui mangent des viandes, beaucoup. Non, même si c'est de meilleure qualité, mais il ne faut pas beaucoup trop manger, parce qu'il y a beaucoup de risques. Vraiment. C'est très intéressant et je crois que ceux qui nous suivent auront beaucoup de questions à poser et nos numéros restent affichés. Donc n'hésitez pas de nous envoyer vos SMS, vos textos et écrire directement aussi au professeur parce que son numéro est là. Vous pourrez aussi écrire directement sur WhatsApp. Alors nous avons examiné les textes du premier chapitre, chercheurs, et crédit carbone et gaz à effet de serre. Avez-vous quelques idées à émettre sur les images que nous découvrons ici de ces chapitres, bien sûr? Oui, nous venons d'examiner, vous m'avez posé quelques questions sur le premier chapitre qui parle de crédit carbone et gaz à effet de serre. Mais quand on voit les images qui sont dans ce chapitre, par exemple, à la page 19, je suis là avec vous. Nous avons, comme nous avons parlé de forêt tout à l'heure, une forêt qui est brûlée. Et en bas, toujours à la page 19, il y a une forêt qui est protégée. Ici, le conseil, c'est quel conseil? Le conseil est que nous ne devons pas détruire les forêts ou bien les brûler, mais au contraire, nous devons protéger les forêts. Et quand nous tournons la page, c'est à la page 20, il y a maintenant un arbre planté qui est aussi protégé. C'est aussi un conseil qu'on nous donne que non, même si on plante un arbre, on ne peut pas aussi le couper n'importe comment sans raison valable. Mais il faut que cet arbre-là soit protégé parce que c'est vraiment très bien pour nous. Vous voyez certaines parcelles, quelqu'un dans la parcelle, il n'y a pas... il fait très chaud, il est dans la maison. Mais ce n'est pas bien. Il faut que vous puissiez même vous abriter en dessous d'un arbre. C'est très important. Et puis, à la page... Vous avez parlé d'Okapi? Oui. À la page 30. Là, on nous dit aussi de protéger les parcs. Nous avons beaucoup de parcs. Les parcs ici, c'est comme le parc de Virunga, à Goma, en RDC. Le parc de Virunga héberge les animaux comme Okapi ici. Mais il y a aussi les gorilles de montagne et d'autres bêtes qui sont là. Alors si on détruit ces parcs-là, par exemple... Avec la guerre à l'Est, par exemple. Vous voyez que ces animaux peuvent rester où? C'est bien dommage. Et surtout, un animal comme Okapi, c'est un animal rare. Alors, pour bien le protéger, alors les parcs doivent aussi être bien protégés. Parce que dans les parcs, il n'y a pas seulement les arbres, mais il y a également les animaux. Voilà, donc nous allons pratiquement parler cette fois-ci des taxes carbone. Parce que vous nous aviez ici parlé aussi des taxes carbone. Pouvez-vous nous faire comprendre un peu qu'est-ce que les taxes carbone? Oui, on peut définir d'abord la taxe carbone. Qu'est-ce que la taxe carbone? Excusez-moi. C'est une taxe. La taxe carbone a aussi plusieurs définitions, comme le crédit carbone. La taxe carbone est soit une taxe environnementale ou écotaxe sur les émissions de CO2, et soit aussi une taxe ajoutée au prix de vente des produits ou services en fonction de la quantité de gaz à effet de serre. La taxe de carbone peut être aussi un impôt environnemental direct, proportionnel aux quantités de CO2 émises lors de la production et ou de l'usage d'une ressource, d'un bien ou d'un service. La taxe de carbone peut aussi être une contribution climat-énergie. En bref, CCE. CCE. Alors son objectif? Bon, l'objectif de la taxe carbone est de conduire à une réduction de consommation d'énergie fossile ou inciter les consommateurs de carburants fossiles polluants à se tourner vers les alternatives moins polluantes
ou de voitures électriques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on consomme les énergies fossiles, bon, il faut réduire la consommation. Peut-être on peut augmenter même la taxe là pour décourager les gens de ne pas beaucoup consommer les énergies fossiles. Mais on peut aussi encourager les gens, par exemple, les consommateurs de carburants fossiles, ils peuvent se tourner vers, par exemple, les véhicules qui n'ont pas besoin d'énergie fossile, là, par exemple, les voitures électriques. Voilà. Très bien. Mais puisque vous parlez des taxes, qui doit payer la taxe carbone? Oui, la taxe carbone peut être payée par les personnes physiques. Les personnes morales aussi payent s'ils polluent, s'ils parviennent à polluer l'environnement. Ils doivent payer la taxe. Bon. Il y a aussi les moyens de transport, comme les véhicules, comme nous avons dit tout à l'heure, les véhicules polluants, les avions. D'ailleurs, l'avion émet plus de CO2 que le véhicule. Alors, ces moyens de transport-là doivent également aussi payer la taxe carbone. Ben, c'est très bien. Mais alors, au-delà, vous nous parlez encore de la redevance carbone. C'est quoi encore ça? Oui, la redevance carbone est une rente. Une somme payable à terme fixe aux porteurs et distributeurs de combustibles en contrepartie des services qui la rendent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens qui transportent les combustibles, ça peut être les combustibles solides, par exemple les bois, les charbons, l'huile, ça peut être les combustibles liquides, l'essence, mazout, pétrole. Ça peut être aussi des combustibles gazeux, comme le butane, les gaz naturels ou bien les JPL. Alors, les gens qui distribuent ces combustibles, ou bien qui les transportent, ils méritent quand même une motivation. Alors, ce qu'on leur donne là comme paiement, là, c'est ça qu'on appelle les redevances, parce qu'ils rendent un service sur base du service qu'ils rendent là, ils payent. Alors, vous voyez que la redevance carbone, c'est différent de taxe carbone. Taxe carbone, on a dit que ça peut être soit un impôt, soit des choses comme ça. Mais ici, c'est les services que les gens rendent. Alors après, en transportant ou bien en distribuant, encouragés. Voilà. C'est très bien. Ben alors, après avoir passé en revue les textes du chapitre 2, taxe carbone et redevance carbone, avez-vous un mot à dire par rapport aux images? Oui, nous avons exactement à la page 41. À la page 41, on a montré les déchets, les déchets des bouteilles plastiques. Les déchets des bouteilles plastiques. Oui, nous y sommes, allez-y. Voilà. Beaucoup, nous avons cette habitude-là. De jeter des bouteilles plastiques un peu partout. N'importe où. De jeter les saletés aussi. À Kinshasa, c'est récurrent. Voilà. Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas vraiment bien. Cette image-là, bien qu'on a pris les bouteilles plastiques, mais il y a beaucoup de choses qu'on jette un peu partout. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on jette un peu partout, mais ce n'est pas bien de faire ça. Vous voyez. C'est pourquoi cette image-là, bien qu'on a pris les bouteilles plastiques, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on jette un peu partout. Tout à fait. Mais il faut éviter ces déchets-là. À la page 42, comme nous avons parlé de véhicules tout à l'heure, alors on montre la photo d'un véhicule qui émet le CO2. Vous voyez que le véhicule est là, quand il démarre, il y a une grande fumée. Alors cette fumée-là qu'on appelle CO2, alors ce n'est pas bien. Voyez. Et puis en plus de cela, il y a une autre photo à la page 43. L'avion? D'un avion aussi. Alors, qui peut polluer même aussi. Les gens qui travaillent à l'aéroport, vous voyez, même quand l'avion veut démarrer, il dégage beaucoup de CO2, là, des gaz à effet de serre. Il ne faut pas rester tout près de ça. Ce n'est pas bien, il faut éviter ça. C'est ça ce que ces images-là montrent. Formidable. Alors, nous allons carrément passer au chapitre 3. Là, vous parlez de la compensation carbone et marché carbone. Attention, marché carbone. Mais alors, qu'est-ce qu'est la compensation carbone? Rapidement, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Oui.
La compensation carbone est une activité qui compense l'émission de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Bon, c'est aussi un mécanisme par lequel un individu ou bien une organisation compense ses propres émissions de CO2. Alors, on comprendra ça très bien avec, comme nous évoluons, on va expliquer ça un peu très bien. D'accord. Mais alors, quels sont les types de projets de compensation carbone? Voilà, c'est là où nous allons peut-être essayer de comprendre. D'accord. Il y a 3 types de projets de compensation carbone. Il y a par exemple les projets d'évitement d'émissions de CO2. Comment on peut éviter d'émettre le CO2? Il y a par exemple les systèmes éoliens. C'est-à-dire les systèmes là. Les éoliennes. Voilà. Oui. C'est-à-dire transformer l'énergie du vent en énergie électrique. Alors, on évite d'émettre les gaz à effet de serre. On trouve la solution autrement. Voyez, ça c'est le premier type de compensation. On compense comment? C'est-à-dire que là où il y a, où on peut produire, ou bien on peut émettre les gaz à effet de serre, par exemple, on peut dire par exemple 10 tonnes de gaz à effet de serre, mais on ne met pas, cela est compensé par l'installation de systèmes éoliens là, qui trouvent la solution autrement. Au lieu de l'énergie fossile. Ah, ben c'est formidable. Alors, deuxième type de compensation, c'est la réduction d'émissions de CO2. Alors, la réduction se fait comment? On peut implanter des parcs solaires photovoltaïques couverts de panneaux. Alors, quand ces panneaux-là sont en contact avec le soleil, alors ils diminuent, ils les réduisent directement les émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Alors, le troisième type plutôt de réduction des gaz à effet de serre, c'est la séquestration. Alors, on peut prendre une quantité. La séquestration, ça veut dire qu'on prend une quantité de gaz à effet de serre, on va séquestrer ça dans une forêt, par exemple. Alors c'est aussi une façon de compenser, parce qu'on les enlève là où ils sont et on va les déposer quelque part. Donc c'est cette compensation-là qu'on appelle séquestration. Formidable. Mais alors, vous avez parlé, nous avons parlé ici de compensation carbone. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'est le marché carbone maintenant. Oui, le marché carbone est soit un mécanisme qui permet de changer les droits d'émission de CO2 de la même manière que les titres fonciers. Et aussi un système d'échange des droits d'émission et aussi un instrument financier qui encourage les entreprises et les nations à atteindre leurs objectifs climatiques. C'est aussi un système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre ou bien système de permis d'émission négociable. Exemple, comme nous avons parlé d'abord que quelqu'un qui a dépassé les quotas, il peut acheter les quotas chez l'autre qui a émis moins. Alors, quand on parle de marché, il y a toujours vente et achat. Il y a toujours quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend. Alors, quand on dit marché carbone, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler aussi de marché carbone. D'accord. Alors, nous avons pratiquement vu les textes du 3e chapitre, compensation carbone et marché carbone. Les images, avez-vous quelque chose à émettre par rapport aux images? Parce qu'il nous reste l'avant-dernier chapitre pour terminer. Voilà. À la page 50, par exemple, nous avons la photo d'une forêt. Donc, les arbres en particulier et les forêts en général sont des puits de carbone. Alors, si on a montré la photo à la page, je ne sais pas si vous êtes là, à la page 50. Tout à fait. Nous voyons le CO2 déjà là. Voilà. Le CO2, ça veut dire que la séquestration de carbone se fait souvent dans des forêts ou bien dans d'autres puits de carbone, mais entre autres la forêt. Tout à fait. Il y a aussi à la page 51. Bon, là, c'est un puits artificiel. Donc, en Suisse, parce que les Suisses sont les premiers à inventer des machines comme ça qui capturent
les CO2 en l'air et qu'ils les mettent dans les roches. Dans les roches. Ah, bon, peut-être d'autres pays vont aussi faire cela, mais pour le moment, c'est la Suisse qui a fait ça à Zurich. Ok. Ouais. Formidable. C'est cette photo-là. Bon. Il y a aussi à la page 59 la photo d'une usine qui émet le CO2. Oui. Bon, vous voyez beaucoup d'usines qui émettent les gaz à effet de serre. Beaucoup d'usines qui émettent les gaz à effet de serre peuvent être soit les industries d'énergie, industrie chimique, industrie de minerais, industrie de ciment, plâtre et chaux, industrie de pâtes et papier, industrie de l'aviation, industrie de transport, industrie agroalimentaire, etc. Alors, toutes ces industries-là, quand ils fonctionnent, et même d'autres qu'on n'a pas cités ici, ils émettent les gaz à effet de serre. Il nous reste pratiquement 5 questions. Mais alors, comment le carbone... je voudrais savoir d'abord, là nous sommes au 4e chapitre déjà, interconnexion entre le carbone et les arbres. Qu'est-ce que le carbone? Allons rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. Ok. Le carbone est l'élément chimique non métallique de symbole C et de numéro atomique 6. Il est présent dans de nombreux composants naturels comme les gaz carboniques de l'atmosphère, roches calcaires, combustibles comme gaz, pétrole, charbon, minéraux. C'est de plus un constituant fondamental de la matière vivante. Mais chercheur Bajikila, nous avons une impressionnante réserve en forêt. Et cette forêt qui est dense dans notre pays. Pouvez-vous, ça c'est une question qui vient de moi, nous dire si notre pays est aussi exposé à ces genres de dangers de réchauffement climatique? Oui, nous sommes exposés. Et la forêt, bon, ici je voudrais parler de notre forêt. Bon, mais pour parler bien de notre forêt, il faut parler d'abord de la forêt tropicale. Oui. Alors, la forêt tropicale est la forêt caractéristique des régions tropicales et équatoriales. C'est un écosystème où l'on trouve plusieurs êtres, dont les pygmées, les arbres, les plantes, les insectes, les animaux, les micro-organismes qui sont en constante interaction. 50% de la forêt tropicale se trouve sur le continent américain, 30% en Afrique et 20% en Asie. Bon. Mais la forêt tropicale est répartie en 3 forêts tropicales. Ah bon? Oui. Ou massifs forestiers tropicaux. Il y a par exemple l'Amazonie en Amérique du Sud, le bassin du Congo dont vous avez fait allusion maintenant en Afrique et les forêts indonésiennes en Asie du Sud-Est. Très bien. Ah ben c'est formidable. Alors nous allons laisser la primeur aux lecteurs pour voir les images qui suivent parce que nous courons derrière le temps. Et ici nous allons directement entamer les derniers chapitres qui n'a une seule question. Quels sont les défis et critiques des crédits carbone? Là, nous sommes sur les défis et critiques des crédits carbone. Les défis, par exemple, dans notre, sur le plan national, on a les défis à relever, mais on n'a pas de critiques. Mais sur le plan international, on a les défis qui sont en même temps les critiques. Par exemple, sur le plan national, parmi les défis, il y a par exemple sur le plan technique, il faut former les experts localement et puis avoir des matériels appropriés. Bon, sur le plan économique, il faut avoir les moyens financiers pour supporter tout ce qu'il faut pour les crédits carbone. Bon, sur le plan social, comme nous avons dit tout à l'heure, il faut éviter par exemple la déforestation, éviter de détruire les forêts. Ce sont des défis à relever. Et sur le plan juridique, il faut avoir aussi un cadre juridique sur les crédits carbone. Tandis que sur le plan international, les défis peuvent être en même temps les critiques. Dans quel sens? Parce qu'il y a l'injustice. On favorise les grands émetteurs de crédit carbone au détriment des petits émetteurs. Voilà. Là, c'est pas juste. Et puis, il n'y a pas une réglementation internationale. Chaque pays agit à sa manière. Une régulation quand même stricte. Il y a aussi d'autres critiques. Les grands émetteurs sont libres, ils font ce qu'ils font. Ça, c'est injuste. Comme vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est pourquoi on a essayé de montrer seulement ces quelques exemples. De toutes les manières, nous reviendrons très rapidement à la charge, parce que c'est déjà un sujet d'actualité. Et nous vous remercions vivement
d'avoir accepté de rehausser aujourd'hui, de répondre présent à cette invitation. Et cette émission gardera ses portes grandement ouvertes pour vous, parce que nous sommes en train de traiter des sujets qui concernent l'humanité. Mais alors, peut-être, avant de terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour, en tout cas, se procurer ces livres intéressants qui parlent des notes sur les crédits carbone? Je sais que pendant que nous parlons là, beaucoup veulent déjà savoir comment faire pour avoir ces livres. Dites-nous comment on peut entrer en contact avec vous pour avoir ces livres. Bon, il y a quelques numéros de téléphone. Oui, oui. Par exemple, le numéro 097 85 97 321. Si vous voulez répéter. 097 85 97 321. Ok. Bon, un autre numéro, oui, c'est 099 18 32 545. Je reprends. 099 18 32 545. Et un autre numéro, c'est 082 79 37 732. 082 79 37 732. Et le dernier numéro, c'est 085 47 44 085. Ces numéros seront repris par notre réalisateur. Et là, nous pensons à Paul Star et Shima qui réalisent demain de mettre votre émission à la découverte. Nous allons les afficher pour qu'ils soient sur ces petits écrans et pour faciliter aux téléspectateurs d'entrer directement en contact avec nous et pour en tout cas essayer de crypter, en tout cas si vous voulez lire ces livres très intéressants. Moi je l'ai lu et je suis captivé et je suis étonné. J'ai découvert beaucoup de choses concernant les crédits carbone et les chercheurs. En tout cas, c'est comme s'il a coupé quelques morceaux de son cœur pour remettre dedans. Il a eu le temps de travailler ses livres. En tout cas, chercheur Bajikila, nous vous remercions. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est ma toute dernière question. Oui. Et à combien revient ces livres? Parce que ça, je sais que c'est la curiosité des téléspectateurs. C'est la question des téléspectateurs. Ils disent que certainement c'est cher, les chercheurs, ils voient l'argent, ils sont au-delà de notre budget, du panier de la ménagère. Qu'est-ce que vous dites? Il y a les prix, on ne peut pas aussi exagérer. Oui. Le prix, c'est au moins 20 $. 20 $. Pour ceux qui veulent nous soutenir, ils peuvent donner plus de 20 $. Très bien, c'est très bien. Alors, un dernier mot peut-être par rapport à aujourd'hui, parce que je vous dis que je vous répondrai très bientôt pour d'autres numéros intéressants, et surtout que ce livre est très attrayant. Je vous le recommande tous, les notes sur le crédit carbone. Voilà, donc vous voyez les numéros qui sont affichés. N'hésitez pas à appeler directement, entrez en contact avec nous pour vous en procurer. Il y en a en stock, mais le stock est aussi limité parce qu'au moment où nous vous parlons, beaucoup viennent déjà pour prendre. Alors, professeur, c'est les tout derniers mots dans cette émission de ce jour. Ouais, merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Et je voudrais quand même préciser, je ne vous coupe pas la parole, permettez-moi, de vous dire que cette émission sera diffusée dans beaucoup de chaînes de télévision et plus Congo Préféré et d'autres chaînes qui vous seront annoncées dans les jours à venir. Voilà. Je vous remercie aussi beaucoup. Et je remercie aussi les gens qui nous ont reçus ici, à la Grande Marmite. Là, je pense d'abord au sénateur Jacques Lungwana et merci au gérant Flori de la Grande Marmite. Je n'oublie pas le grand frère propre Basile Lungwana et des Beauves de pouvoir qui nous ont permis d'être là. Moi aussi, je les remercie beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons très bientôt, mais surtout, faites un effort de planter les arbres dans votre environnement. L'environnement où notre planète Terre est menacée et l'environnement est aussi menacé. Faites un effort de planter les arbres, qu'on ait des espaces verts. C'est important parce que le réchauffement climatique, c'est un problème qui nous concerne tous.
Prenez soin de vous. Chaque jour qui passe est une vie. Ciao.